Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Messieurs, Bonsoir dames, à tous. bonsoir. Comment allez-vous en ce vendredi? Très bien. Très bien. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver ce soir, on l'a dit, pour ce nouvel épisode 36 de Entre l'encre et les mots avec Alexandra Huguetto qui est philosophe, sociologue, coach, auteur. On va avoir l'occasion d'en parler, une auteure multicasquette comme on aime les recevoir dans cette émission. Et elle viendra nous présenter son nouveau livre Donne-moi des ailes aux éditions Jouvence, dont on aura l'occasion, chère Sonia, d'avoir ta chronique. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? On apprend plein de petites choses et je le marque dans la chronique, donc je ne le dirai pas, mais un mot qui s'est perdu et qui a été remplacé plus par patrimoine. Et donc, du coup, on apprend le pourquoi du comment. Et voilà, on espère bien retrouver ce mot un jour dans la langue française. Eh bien écoute, nous t'écouterons dans quelques instants et puis effectivement, ta chronique est très intéressante. J'ai hâte de la découvrir avec, les auteurs. Puis bien sûr, nous aurons l'extrait de Marie, hein, mes chers amis, vous connaissez le principe de l'émission. Marie, la comédienne, qui a lu un extrait, c'est le premier chapitre, si mes souvenirs sont bons. Donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre, un casque si vous en avez un, puisqu'il y a toujours des bruitages ou des musiques, donc c'est toujours plus intéressant. Nous aurons la question de l'invité et bien sûr, le portrait, le divan de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire, Ça y est, c'est sur officiel. Alexandra? Alexandra, c'est une militante qui milite sans violence. En fait, c'est une femme qui s'est trouvée, qui s'est réalisée et qui aujourd'hui aide d'autres femmes à en faire autant. Eh bien C'est écoute, une très merci à toi. très belle personne avec de très belles ambitions. Eh ben, écoute, on t'écoutera également en fin d'émission et je rappelle pour ceux qui nous rejoignent effectivement que vous pouvez retrouver cette émission Entre l'encre et les mots avec toute la team, donc le mercredi et le vendredi en direct sur Facebook et YouTube à 19h30. Vous flashez ce QR code. Pour YouTube, c'est le même lien pour la rediffusion, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes ces émissions. En tout cas, je vous souhaite une bonne émission et je propose maintenant de recevoir Alexandra Huguetto. Et bonsoir Bonsoir, Alexandra. Ravi de bonsoir, merci t'accueillir pour dans cette cette, invitation. bah, avec grand plaisir, ravi de t'accueillir dans cette émission pour la deuxième fois. On le disait tout à l'heure en off, effectivement, tu étais venu la première fois nous présenter ton premier roman, c'était au mois de juillet 2020. En tout cas, voilà, je suis ravi de te retrouver 4 ans après dans cette nouvelle émission qui a changé pour un nouveau roman avec une nouvelle équipe. Donc vraiment, merci à toi d'avoir accepté. Merci, merci Donc beaucoup. on l'a dit en début d'émission, tu es avec nous ce soir pour nous parler de ce livre Donne-moi des ailes aux éditions Jouvence, hein, qu'on le voit, tu l'as coécrit avec Caroline Le Cire. On va avoir l'occasion d'en parler. Tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont poser des questions en commentaire. Elles vont s'afficher en bas de cet écran. Le but du jeu, bah, c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Alexandra Huguetto? Alors, je vais essayer de faire une synthèse. Donc, je suis de formation de sociologie et de philosophie. Ça, c'est mes formations initiales. Et après un parcours un peu classique en entreprise dans un grand groupe depuis plus d'une dizaine d'années, je, j'ai diverses activités dont plusieurs m'amènent à écrire et ça je m'en réjouis. La plume est quelque chose d'important, dans ma vie et après avoir, écrit un 1 roman qui est un roman jeunesse, là j'ai coécrit avec, Caroline Le Cire un livre qui est à mi-chemin entre un essai historique et un livre inspirationnel sur la question de l'héritage culturel au féminin. Et c'est toute une aventure, Donne-moi des ailes. Le livre s'appelle Donne-moi des ailes, mais il y a un podcast aussi qui porte le même nom. Et c'est toute une grande aventure que j'aurai plaisir à vous présenter. Eh ben, écoute, en tout cas, comme on l'a dit, hein, c'est ton émission, donc il n'y a pas de sujet tabou. On va avoir l'occasion de parler de tous ces sujets-là. Mais il y avait une première question, c'est comment tu t'es lancé dans l'écriture? Pourquoi Alexandra Huguetto s'est dit: «Bah, tiens, je vais écrire des livres, des romans»? En fait, une 1re carrière qui malheureusement a dû s'arrêter pour une raison de blessure. J'étais chanteuse d'art lyrique et j'ai voilà, mon pharynx a eu un problème, donc j'ai dû arrêter et
je me suis lancée dans une carrière plus classique. J'étais une fille raisonnable et responsable, donc j'avais un plan B. Donc je me suis lancée en entreprise dans mon plan B, mais un peu la mort dans l'âme de devoir abandonner cette vie d'art. Et après un parcours assez effréné en entreprise, vraiment 15 ans plus tard, je me suis dit, mais enfin, je n'allais pas bien. Et j'ai compris que ce mal-être, cette perte de sens totale, j'avais été très absorbée par ma carrière très ascensionnelle, donc ça m'avait occupée, on va dire. Mais dès que j'étais arrivée à un point quand même qui était un point avec un poste assez important, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et, et le travail pour moi a été de me dire d'où d'où vient cette perte de sens. Et j'ai vite vu que j'étais totalement en manque de mon identité d'artiste. Et 15 ans plus tard, je me suis dit, bon, ben, alors le chant c'est terminé, mais après tout, c'est peut-être dommage d'avoir laissé tomber toute carrière artistique au motif que je ne peux pas faire de chant classique. Et, et comme à l'époque, à l'adolescence, j'avais dû faire un arbitrage entre l'écriture et le chant, j'écrivais beaucoup de poésie quand j'étais ado. Je me suis dit, bah, tiens, on va tenter l'écriture. Mais c'était vraiment une idée comme ça, en disant, oui, j'aimais écrire, on va le tenter. Et c'est fou parce qu'il a fallu, je crois, 2 ou 3 mois pour qu'une nuit, je me réveille et tout mon premier roman, je l'avais en tête. C'est fou. Je me suis vraiment réveillée à 2 heures du matin. J'étais au fin fond de la Norvège en plus et je me suis réveillée en disant oh, voilà, j'ai tout. J'ai le texte, j'ai le personnage, j'ai l'univers, j'avais tout. Donc voilà comment c'est parti l'écriture. Eh bien, en tout cas, moi, merci. En tout cas, hein, je vois que ce que tu dis fait réagir. Il y a une première question de Laurent qui nous dit Alexandra, est-ce que tous les métiers vous ont inspiré pour l'écriture? Est-ce que tous les métiers que tu as pu exercer dans ta carrière, on aura l'occasion d'en parler pour quelques-uns, t'ont inspiré pour l'écriture? Alors, oui, on va dire que ma carrière professionnelle, puis après, parce que quand j'ai voulu écrire, du coup, je me suis installée en freelance parce que c'était compliqué de faire passer de l'écriture avec un boulot à temps plein. Donc j'étais consultante et c'est clair que ça m'a beaucoup aidée pour le deuxième livre, c'est-à-dire celui dont on va surtout parler ce soir, qui est «Donne-moi des ailes». Parce que c'est un livre qui est, un livre autour des inégalités que subissent les femmes. Et évidemment, en ayant été dans un grand groupe, j'ai pu, vivre moi-même ces inégalités-là. Donc on va dire que pour cette partie, oui. Après pour la partie romancière, non. Mes métiers, non. En revanche, mes études supérieures, oui. C'est clair que la philosophie m'aide énormément pour écrire et la sociologie aussi parce qu'en plus j'ai fait de la sociologie sur les identités professionnelles et sur le changement et ça m'aide énormément pour écrire. Donc Eh bien, c'est écoute, plus ma formation initiale que les métiers que j'ai exercés. d'accord. Il y a René qui est avec nous. Bonsoir René, qui nous dit: «Mesdames, vous allez la trouver parfaite». Voilà, parce qu'effectivement, on aura l'occasion d'en Merci parler beaucoup René. effectivement dans quelques instants. Et il y a une question aussi très intéressante de Fred qui est avec nous. Bonsoir Fred, merci de ta fidélité encore une fois, qui demande, Alexandra: «Est-ce que c'est pas trop dur d'écrire un livre à 2?» Puisqu'on le rappelle que «Donne-moi des ailes», vous l'avez écrit à 2 avec Caroline Le Sire. Alors, au contraire, j'ai trouvé ça formidable, mais je dois quand même dire que notre duo avec Caroline Le Sire, parce que c'est une aventure qui va au-delà d'un livre, on a un podcast, on a un livre, on fait des conférences et ce duo est très magique et je dois reconnaître que je connais plein de duos autour de nous qui sont dysfonctionnels. Donc, je ne saurais dire si c'est parce que c'est nous 2 que ça a super bien marché ou si c'est parce que c'est facile. En tout cas, j'ai trouvé ça formidable parce qu'on est super complémentaires. Il y a des choses qu'elle sait super bien faire, il y a des choses que je sais super bien faire et du coup, on a travaillé en millefeuille
Au début, on s'est dit: «On va se partager le boulot et on va faire des parties différentes». Bon, on a la chance que ce soit un essai. Heu, Ça serait un roman, ça serait pas aussi simple, je pense. Mais là, c'est un essai, donc il faut qu'on se documente, qu'on réfléchisse, qu'on crée des chapitres. Donc au début, on s'était répartis les chapitres et puis finalement, on n'a pas du tout fait comme ça parce qu'on a vu qu'elle, elle était vraiment géniale pour compiler des sources et des sources et des sources dans tous les sens et avoir énormément de matière très documentée, très solide. Que moi, j'étais super forte pour la partie structure et logique argumentative, mais qu'elle, elle était super forte pour: «Allez, je me lance, j'écris un premier draft», alors que moi, je vais pignocher parce que je veux que ça soit très, très bien écrit tout de suite. Elle, non, elle s'en fout, donc elle écrit son premier draft et que moi, je suis super bonne, du coup, à partir du draft pour en faire quelque chose qui est vraiment super bien écrit et au millimètre. Donc au final, on a fonctionné en millefeuille et finalement, on bosse en millefeuille toutes les 2 et c'est formidable. Eh ben, écoute, en tout cas, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants, parce qu'en plus, c'est un livre qui a été préfacé donc par Frédéric Lenoir, donc ça aussi, c'est Oui, quand même, je pense, une sacrée concrétisation. Mais tu le disais tout à l'heure en début d'émission, tu as été l'auteur d'un premier roman dont on en parlait tout à l'heure, Chloé des loups, hein, qui avait été édité chez Robert Laffont, qui nous oui. invitait à suivre les aventures de Chloé, une jeune fille de 17 ans. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça, c'est un roman qui est très, très cher à mon cœur. C'est un roman qui n'est pas que pour le public jeunesse. Il est édité dans une collection jeunesse, mais il peut être tout à fait lu. Les mamans qui l'ont lu avec leurs ados, l'ont beaucoup aimé et on va dire que c'est un roman d'émancipation. Finalement, le fil rouge dans tout ce que je fais, c'est l'émancipation au féminin. Que ce soit Donne-moi des ailes, Chloé des loups et même mon travail de coach puisque j'accompagne les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est le vrai fil rouge de tout ce que je fais. Et là, il s'agit de l'aventure d'une adolescente qui s'émancipe, qui est dans un carcan familial, extrêmement difficile et qui va, réussir à se connecter à sa propre lumière pour pouvoir s'émanciper. Et ça, c'est la lecture qu'en font les ados. Après, c'est un livre qui me tient très à cœur aussi parce que moi, j'aime beaucoup les démarches, spirituelles. J'aime beaucoup aussi les spiritualités ancestrales et les mamans qui l'ont lu, qui sont sensibles à l'approche, spirituelle, m'ont dit que c'était vraiment un roman d'ouverture, voilà, pour s'ouvrir à la capacité en soi à se connecter à plus grand que soi. Merci à J'adore toi. ce livre. Et j'ai hâte effectivement d'entendre le tête-à-tête que tu auras tout à l'heure avec, Séraphine, puisque c'est des sujets effectivement où je sais qu'elle, maîtrise, hein. Je la vois effectivement, en coulisses, prendre des notes, attention. On aura la chronique de Sonia dans quelques instants, puisqu'on rappelle à nos chers amis qui nous regardent ce soir, et merci à vous d'être aussi nombreux ce soir, puisque tu es avec nous pour nous présenter ce livre «Donne-moi des ailes» aux éditions Oui. Jouvence. Justement, il y a Dominique qui nous dit une préface de Frédéric Lenoir, c'est une belle, belle rencontre. Est-ce que justement tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce roman avant de recevoir Sonia pour la chronique? Oui. Alors ce livre est un livre qui est pour partie, un essai, mais on a voulu c'est pour ça qu'on a choisi de le faire éditer chez Jouvence. On a voulu que ce soit quelque chose de très accessible, de très facilement lisible avec un ton léger, il y a de l'humour. C'est pas parce qu'on parle de sujets d'inégalité, que, ça doit être, plombant et justement dédié à des universitaires. Donc c'est vraiment pas le plan c'est ça soit léger. Néanmoins, ça reste quand même, ça ressemble, on va dire, à un essai. L'idée, c'est de pouvoir démontrer en quoi, dans le patrimoine tel qu'on le connaît aujourd'hui, on a effacé et invisibilisé la contribution des femmes. Et ce livre et le podcast visent à mettre en lumière la contribution des femmes qui a toujours existé. Donc, on fait toute une rétrospective sur l'histoire et toutes ces femmes, en fait, qui ont été invisibilisées et qui pourtant ont existé. On remonte, hein, jusqu'au déploiement de l'Empire romain pour pouvoir comprendre, les mécanismes sociaux et politiques qui ont fait qu'on a effacé les femmes depuis, en tout cas en Europe, depuis le déploiement de l'Empire romain. Comment ça a des impacts aujourd'hui sur les inégalités que nous vivons et surtout tout ça a été émaillé de beaucoup de portraits de femmes qui sont faits par des personnalités, très connues qui sont venues nous parler de femmes qu'ils ou elles trouvaient inspirantes. Parce que c'est hyper important pour nous dans ce livre, mais aussi dans notre podcast, puisque les 2 sont sortis en même temps et sont assez indissociables, heu,
C'est hyper important pour nous alors c'est pas ce podcast, hein, parce que ça Oui, c'est un c'est pas le podcast podcast, plus ouais. ancien. Donne-moi des Je ailes, me c'est trompe. un livre et un podcast. Les 2 portent le même nom et le podca ils sont tous les 2 sortis en 2022. Là, on en est au 26e épisode, du podcast. On a plus de 80 000 écoutes. C'est un podcast qui marche très bien et chaque mois, on a une personnalité très connue. On a eu la chance d'avoir Frédéric Lenoir, mais on a aussi, Christophe Mathieu, Christophe André, Florence Servan-Schreiber, Noémie Delattre, voilà, on a enregistré Julie Gaillet hier. Bon, on a la chance d'avoir des gens très, très connus, à notre micro et dans notre livre et l'idée, c'est de pouvoir mettre en lumière toutes ces femmes qui ont fait des choses qui sont vraiment formidables et dont on parle trop peu. C'est vraiment ça Eh bien le but. eh beh, justement, si on veut écouter les podcasts, on le disait tout à l'heure, il y a, plusieurs sites internet, hein, où on peut te retrouver. Oui. Est-ce que tu peux nous les dire? Donc on voit effectivement www.lesmedianes.fr sur l'égalité, des femmes et entre les hommes, mais aussi www.donne-moi-des-ailes.com. Donc c'est Voilà, sur donne-moi des ailes. Ouais, on a 2 sites internet qui évidemment communiquent, l'un avec l'autre. Il y a le site Donne-moi des ailes qui lui vise surtout à présenter le podcast. Puisqu'on a un épisode, chaque mois, donc il présente le podcast, il fait le teaser du mois prochain et il présente le livre. Le site Les Médianes, c'est parce que toute notre matière, en fait, a fait que des gens sont venus vers nous pour nous demander des conférences et que plus ça va, plus on en anime, y compris en entreprise. Donc, Les Médianes présentent plutôt ce qu'on fait en entreprise, les thèmes de nos conférences, les thèmes de nos ateliers et les podcasts aussi qu'on produit pour les entreprises, puisque maintenant, on est aussi une société de production pour des podcasts privés en entreprise sur le sujet des trajectoires au féminin. d'accord, mais effectivement, hein, les sites sont très, très complets, hein, pour retrouver effectivement, hein, donc on le laisse circuler le temps que les gens aient le temps de le noter. Donc, on l'a dit, on aura la chronique de Sonia dans quelques instants et on rappelle que ton livre est un véritable hommage au matrimoine, hein, Sonia en parlait tout à l'heure Oui, et au mentorat féminin. Il met en lumière des figures et des femmes qui bien restées dans l'ombre de l'histoire officielle, mais c'est aussi une invitation à revaloriser l'héritage féminin. Quel est pour toi oui. l'héritage féminin? En fait, c'est un puits sans fond. On pense à tort, ça a été l'une des grandes découvertes pour nous à l'écriture de ce livre. Lorsqu'on a fait la documentation, on est universitaires l'une comme l'autre, hein. Caroline, elle a fait des études de sciences politiques. Alors, Caroline est belge, on est un duo franco-belge, je tiens à le dire, parce que voilà, s'il y a des gens de Donne-moi des ailes de notre communauté Donne-moi des ailes, je fais un coucou aussi à nos amis belges parce que c'est vraiment un tandem franco-belge. Quand on a fait la documentation, on pensait que ça serait fastidieux de trouver la trace de femmes. Euh, et ce qui a été fou, c'est qu'en se documentant, en allant lire les écrits des historiennes, principalement, nous ne sommes pas historiennes, hein, ni l'une ni l'autre, mais on a basé nos recherches sur les documentations des historiennes et les écrits des historiennes, on a trouvé mais des femmes par milliers. Mais quand je dis par milliers, c'est pas du tout, une formule, c'est une réalité. Par exemple, hem, on a été abasourdis de découvrir qu'il y a une historienne de l'art américaine qui s'appelle Chris Pettays, qui dans les années 70 a dédié plus de 15 ans de sa vie à pouvoir tracer toutes les artistes en Europe avant 1900, hein. Et savez-vous combien elle a trouvé de traces d'artistes avant 1900, qui sont nés avant 1900? Donc, c'est-à-dire qu'elles étaient suffisamment connues de leur vivant pour qu'on retrouve leurs traces? C'est une histoire de fou. 21 000. Ah oui. Et à l'époque, quand elle publie son histoire de l'art au féminin, elle est face à des histoires de l'art, qui sont voilà, des bouquins, classiques, connus et elle est face à des bouquins connus où des femmes, il y en a aucune. Donc on voit le gouffre entre, le patrimoine tel qu'on le présente et tel qu'on pense être notre patrimoine, avec cette fausse idée que, comme les femmes s'occupent des enfants, elles n'ont jamais eu le temps de créer. C'est pas vrai en fait, de tout temps, elles se sont occupées des enfants et elles ont créé en même temps, sauf qu'on a effacé leurs travaux.
Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai hâte d'entendre la chronique de Sonia, parce qu'en plus, je la vois secouer la tête, effectivement. Mais il y a pas mal de questions qui arrivent, hein, donc Oui? j'essaye de voir en fonction de ce que tu dis, comment les faire, diffuser. Il y a par exemple Dominique Diguenin, bonsoir, qui nous dit: «Est-ce que vous pensez qu'actuellement on a tout de même évolué positivement pour reconnaître le matrimoine? Ou est-ce que l'on est encore un peu trop frileux sur ce sujet?» Alors, merci, c'est une super question. Oui, c'est sûr qu'on a beaucoup évolué. Aujourd'hui, enfin, il y a des rétrospectives, dans les musées, dans les bibliothèques, on fait attention aussi sur les plateaux télé. Je pense à la Grande Librairie, par exemple, qui fait vraiment attention à ce qu'il y ait des femmes autour de la table à chaque émission. Indiscutablement, ça a beaucoup évolué, indiscutablement, et je pense pas qu'on soit trop frileux. Après, ce que je regrette et qui est un sujet, c'est que le fait qu'on s'en empare et que ça soit finalement, médiatisé, mais parfois de manière un peu clivante, fait qu'il y a des gens qui en ont marre, en disant: «Mais il y en a marre, oui, bon, bah, ça va, on sait, OK, il y a des femmes, OK, il y a des inégalités», et on a cet effet un peu de ras-le-bol qu'on voit typiquement aux États-Unis, hein, avec les trumpistes, alors que alors qu'on est tellement loin du compte. Aujourd'hui, quand on regarde les faits, les inégalités salariales n'ont guère changé. Les femmes dans les conseils d'administration, c'est toujours moins de 20 en France. Les femmes qui sont dans les comités de direction, c'est toujours moins de 30. Il y a toujours dans les livres d'histoire, encore aujourd'hui, hein, les livres d'histoire qui sont présentés aux enfants dans les collèges et lycéens, là, sur la rentrée 2024, il y avait encore que 5 occurrences qui parlaient de femmes dans l'histoire, 5. Mmh. Donc, il y a un décalage entre on est loin du compte et pourtant il y a déjà des gens qui disent: «Oh, il y en a ras-le-bol de leurs histoires de féministes». Donc ça, Ouais, c'est regrettable. C'est pour ça que pour nous, effectivement. c'est vraiment important avec Caroline de faire quelque chose de léger, de sympa, de jamais clivant. Pour nous, c'est hyper important de le faire avec les hommes. Dans notre podcast, c'est un mois une femme, un mois un homme, point. On n'y déroge jamais. Dans le livre, on a des interviews aussi de personnalités, c'est 50-50, parce que c'est vraiment important pour moi, pour nous deux, qu'on fasse ça avec les hommes, parce que on veut surtout pas être clivante, on veut juste rétablir l'équilibre. Eh ben, en tout cas, bah, merci à toi. C'est très intéressant de t'écouter et ce que je te propose justement, c'est d'accueillir Sonia Robinard, Sonia croqueuse de livres. Bonsoir Sonia. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Donc on rappelle Sonia que toi tu es la chroniqueuse de l'émission, que tu as lu ce livre «Donne-moi des ailes», aux éditions Jouvence. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Nous t'écoutons. Ce livre est un cri, une résonance, pour que le mot matrimoine retrouve toutes ses lettres de noblesse. Pardon. Féministe engagée ou non, vous trouverez ici de quoi vous redonner le sourire. Avec pointe d'humour, témoignage et entre guillemets décortiquage d'un monde plus que masculin, on découvre ou redécouvre le monde au féminin. Émotion et optimisme sont les deux mots qui ressortent le plus. Comment rester indifférent en ouvrant cette Bible féminine? L'écriture fluide permet une lecture accessible à toutes, mais surtout à tous. Et oui, je ne doute pas qu'un jour, ce livre soit une lecture obligatoire pour les hommes. Je dis ça, je dis rien. Évidemment, c'est de l'humour, enfin peut-être pas. Cet ouvrage rend vie à des femmes, à leur combat, à leur liberté perdue au fil des ans. Mais ne dit-on pas que derrière chaque grand homme se cache une femme? Alors pourquoi tombons-nous dans les oubliettes? Vous les femmes, nous les femmes, osons dire, osons briller, osons être nous tout simplement. Levez-vous, faites-vous entendre et vivez votre liberté féminine. Petite anecdote au sujet de cette chronique. Je passe par un correcteur automatique. Oui, oui, je vous entends d'ici. Bon, bref, au moment où je fais vérification, le mot matrimoine se colore en rouge. Je clique dessus et le message mot inconnu du dictionnaire apparaît. Je pense donc qu'il est temps que nous réapproprions ce mot. Ah oui, c'est Merci beaucoup tellement Sonia. juste. Alors nous aussi, on s'est J'étais tellement battus. impressionnée,
J'ai vu matrimoine et là, je clique dessus, mot inconnu du dictionnaire. Je dis, c'est une blague. C'est impressionnant, quoi. Ça m'a bloqué, en fait. Ça a été de telles blagues entre nous et de tels fous rires parce qu'on s'est tellement énervé sur ce correcteur d'orthographe en écrivant, bien sûr, parce que Word nous corrige chaque fois. Voilà. Et il corrigeait systématiquement matrimoine. Et merci de le pointer. En fait, c'est un mot inconnu pour le dictionnaire de Google, inconnu pour nos dictionnaires d'aujourd'hui. Pourtant, c'est un mot qui date du Moyen Âge. C'est pas du tout un néologisme, un mot de féministe excité d'aujourd'hui, hein, ce que parfois on reproche. Pas du tout. Il existait au Moyen Âge et en fait, il a disparu en même temps qu'a disparu la contribution des femmes et qu'elle a été invisibilisée. Donc même l'histoire du mot est hyper intéressante parce que le mot existait. En 1100, on parlait déjà de matrimoine. Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'ai été surprise et c'est vrai que du coup, il faut que je le note dans ma chronique. Il faut qu'on Eh se ben, en tout cas, réapproprie le merci Oui. mot. beaucoup. Et surtout, j'ai Avec noté plaisir. aussi, j'ai noté dans votre chronique, vous disiez que vous soyez féministe ou pas, vous pouvez lire, mais oui, bien sûr. Alors, ça a été l'une des raisons aussi pour lesquelles on a publié le livre chez Jouvence. On ne voulait pas du tout s'adresser à un public féministe parce que c'est un public convaincu. Donc, et puis, c'est un public qui, généralement, a accès à tout plein de sources. Donc, nous, notre public, c'est justement les femmes qui ne sont pas féministes, qui sentent qu'il y a des trucs qui déconnent, mais Voilà. voire même qui se disent bah non, je ne suis pas féministe, moi je ne suis pas dans la lutte, je ne suis pas dans le combat, c'est pas moi tout ça. Donc le livre, il est pour elles, vraiment. Et pour les hommes, hein, parce Voilà. qu'on s'aperçoit que bah, d'abord, l'inspiration n'a pas de genre. Donc, c'est super intéressant de voir comment les hommes s'emparent aussi d'inspiration au féminin. Bah, je vous invite à aller écouter aussi le podcast et voir comment des gens comme Christophe André ou Frédéric Lenoir, Bernard Campan parlent de femmes qui ont été tellement importantes dans leur vie et qui ont été structurantes dans leur vie. Mais aussi, c'est vraiment important de noter que cette société où on invisibilise les contributions des femmes, c'est une société aussi qui fait du mal aux hommes. Parce que ça les met aussi dans un modèle dans lequel souvent ils ne se reconnaissent pas. Et nous, quand on fait des conférences, on a des hommes qui viennent nous dire ah, ben, je comprends bien pourquoi moi, maintenant, je me suis toujours sentie à côté. Moi, j'ai pas envie d'être dure, j'ai pas envie d'être un cow-boy, j'ai pas envie d'être... j'ai pas envie de dominer, c'est pas ma façon de faire, c'est pas ma façon de manager. Et je comprends mieux pourquoi je me reconnais pas dans le modèle au masculin, en fait, parce qu'il me convient pas. Voilà. Mais ce qui Donc, est tout bien, le c'est monde... en fait, de le dire aux jeunes aussi, jeunes garçons. Et moi, j'aime bien, c'est comme mon fils, on lui demande qui c'est le chef à la maison, il fait c'est maman. Ça, j'aime bien. Mais même les mots dans le livre, on parle de mots qui ont été mis au masculin et qu'on ne trouve pas en fait au féminin et qui reviennent en fait. Et c'est vrai que je trouve ça bien aussi parce qu'il y a beaucoup de mots, voilà, comme professeur par exemple, c'est marqué dans le livre, auteur et tout, et des petits mots qu'on utilise tous les jours en fait. Bien Donc sûr. du coup, voilà. Et ça, c'est Ouais. hyper intéressant puisqu'on est dans une émission sur l'écriture, de noter que notre langue d'aujourd'hui, c'est une langue en fait qui date de l'Académie française et du XVIe siècle. Elle date de là, hein. Et au XVIe siècle, l'Académie française, Richelieu, a choisi de rendre la langue française, c'est une volonté, hein, c'est écrit d'ailleurs dans les statuts hein, de l'Académie française, a choisi de rendre cette langue élitiste parce qu'elle n'était pas faite pour tout le monde. Et on devait justement pouvoir faire une distinction sociale en fait entre ceux qui réussissent à ne pas faire de faute d'orthographe et à s'exprimer convenablement, et les autres. Donc, elle était faite pour être élitiste et elle a été faite pour purger de tous les noms féminins la langue française. C'est là qu'on voit apparaître aussi des règles de grammaire, comme le masculin l'emporte sur le féminin. Il faut savoir que ça n'existe pas au Moyen-Âge. Hein. Ça date vraiment des règles de l'Académie française. C'est là aussi où on voit disparaître tous les noms de métiers au féminin
dont les femmes sont évincées. Parce qu'au Moyen Âge, contrairement à ce qu'on pense, le Moyen Âge est bien plus lumineux qu'on ne le pense, hein. C'est plutôt la Renaissance qui est obscure, à vrai dire. Euh, les femmes étaient abbesses, elles pouvaient tenir des monastères, les femmes et des abbayes, les femmes pouvaient être sculptrices, autrices. D'ailleurs, on retrouve des dramaturges du Moyen Âge qui écrivaient de la dramaturgie, donc elles s'appelaient autrices, mais elles pouvaient être médeciennes, pharmaciennes. Voilà, tous ces mots existent au féminin et c'est tout à fait normal. Mm. Sauf que l'Académie décide qu'en même temps qu'on évince les femmes de toutes ces professions, parce qu'il y a vraiment eu, au moment de la Renaissance, on a évincé les femmes des professions dites, comment dire, socialement plus élevées. Et en même temps qu'on les évince, on enlève le vocabulaire. Et on l'enlève carrément du vocabulaire français. Mais ça existait en fait. Donc je trouve que c'est super intéressant de comprendre que la langue que nous parlons aujourd'hui est une langue dont nous héritons et qui date, qui est très datée. Et qu'aujourd'hui, quand on dit autrice, sculptrice, et que parfois ça choque, on dit c'est pas beau, autrice, bah ouais, mais c'est un mot qui date du Moyen-Âge en fait. Mm. En tout cas, on sent dans tes paroles effectivement que tu es passionné aussi par l'histoire. C'est quelque chose qui te suit tout le temps, comme ça, de parler d'histoire, comme ça? Parce que tu parles du Alors, Moyen pas Âge, de du la tout. Renaissance et des références. Pas Non? du tout. Parce On que va je dire vois que certaines questions qui arrivent, c'est pour ça, hein. On va dire que ce qui me suit très fort, et ça, je pense que c'est ma double formation, philosophie, sociologie, c'est comprendre d'où ça vient. D'accord. D'aller voir les choses sous les choses et de comprendre d'où on part. Et ce livre n'avait pas du tout vocation à avoir une partie historique, d'abord parce qu'on a mis longtemps à se l'autoriser, on dit on n'est pas historienne, qui sommes-nous pour faire une partie historique? Mais on a vite vu qu'en traitant de la question du matrimoine, on ne pouvait pas faire l'économie de l'histoire dont on hérite, en fait. Et elle est venue de là. Et comprendre l'histoire en Europe, c'est comprendre aussi les questions qui sont sous-jacentes aux inégalités en général, et en particulier celles liées à l'invisibilisation du matrimoine. Donc voilà pourquoi, en effet, on en parle énormément dans nos conférences et en interview. Mmh. Il y a des questions intéressantes que j'aimerais te poser. Tout à l'heure, on parlait justement de ce mot de matrimoine. Il y a justement Benadette Mesbourian qui dit: «Le matrimoine, une vieille histoire». Est-ce que tu peux nous en parler précisément en nous donnant des exemples de ce qu'est le matrimoine? Alors, le matrimoine, c'est l'héritage culturel au féminin, c'est-à-dire tout ce qu'ont produit les femmes en termes d'art, en termes de prestations intellectuelles, en termes de recherche scientifique, c'est ce qui est produit. C'est vraiment le pendant du patrimoine. Donc, on va retrouver ça en architecture, mais on va retrouver ça en sciences, on va retrouver ça dans les disciplines universitaires, dans les arts. Voilà, c'est tout ce qui a été produit par les femmes. Donc, ça peut être autant de la littérature, de la peinture, mais aussi des recherches scientifiques, des recherches historiques. Voilà, c'est ça le matrimoine, concrètement. C'est ce qu'ont D'accord. produit les femmes et qui servent à la postérité, comme le fait le patrimoine aujourd'hui. C'est vraiment le féminin de patrimoine, c'est la même chose. Et ça, pour D'accord, mais ça, en j'ai tout une cas, petite anecdote en fait. J'en parlais un petit peu à la maison et j'ai mon fils qui m'a sorti en fait la maison, le patrimoine, les parents, enfin le papa l'achète et la maman et le matrimoine, elle s'occupe de la maison, de l'intérieur de la maison. En fait, l'idée, vous avez deux matrimoine et en fin de compte, voilà. Maman gère l'intérieur et papa achète les murs. J'ai pas eu le coup de vue comme ça. Tu me dis? Alors, intéressant, parce qu'en fait, à l'origine, le matrimoine, ça désigne aussi tout ce que possède la femme. Parce que c'est intéressant, parce que si on déconstruit un peu ce que dit votre fils, ça veut dire qu'en gros, c'est l'homme qui possède et puis c'est la femme qui s'occupe des tâches domestiques, parce que c'est extrêmement cliché, évidemment. Je réduis beaucoup ce qu'il a dit, hein. Je réduis un cliché, je reconnais, mais si on réduit, on arrive là. Alors qu'au début, au Moyen Âge, le matrimoine, c'est aussi les biens que possède la femme, parce que d'abord, au Moyen Âge, il y a des femmes, notamment avec l'essor de l'artisanat, mais qui sont devenues riches.
donc qui possédaient des choses elles-mêmes, et puis il y a aussi l'héritage dont elles héritaient. Ouais. Donc il y a tout le patrimoine, pardon, dont elles héritaient. Et elles en restaient propriétaires même en étant mariées. Voilà. D'accord. Ouais, bah, en tout cas, on pourra remercier Diwan, effectivement, hein, qui, Ah, indirectement, par le biais de sa mère, Oui, réagit c'est ça. beaucoup dans cette émission. Merci beaucoup. Il y a Laurent qui dit, il y a un proverbe africain, la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. J'aime bien celui-là. Voilà, merci Laurent pour ce petit proverbe. oui, Oui, mais mais je la crois qu'on en a porte déjà des parlé. Ouais. pantalons aussi bien ceinturés. Voilà. René qui nous dit, ne faudrait-il pas former les hommes à propos des devoirs qu'ils ont envers les femmes? Vaste sujet. C'est intéressant cette question. Je pense que, je ne sais pas si les hommes ont des devoirs, mais en tout cas, je pense que les hommes ont une responsabilité aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur les inégalités et de faire en sorte que eux, comme les femmes, veillent à ne pas les reproduire et les transmettre et continuer à les véhiculer. Et je pense que ça, c'est une responsabilité collective que nous avons. Et en effet, si les femmes sont les seules à porter cette responsabilité de plus d'égalité envers les femmes dans la société, elles n'y arriveront pas. Ce n'est qu'avec l'aide des hommes que nous y arriverons. C'est jamais... Parce qu'au pire, le pire du pire, d'une certaine manière, serait qu'elles y arrivent, parce que ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que les femmes se mettraient dans un schéma de domination, mais ce n'est pas ça l'idée, en fait. Il ne s'agit Oui. pas de remplacer la domination des hommes par la domination des femmes, c'est surtout pas ça l'idée. L'idée, c'est au contraire d'arriver vers une société plus juste. Donc, je pense que la responsabilité des hommes, en effet, c'est de regarder en quoi notre société d'aujourd'hui est un modèle où finalement, il y a encore beaucoup de choses où on estime qu'il est normal de dominer, que les hommes dominent les femmes, et que chacun prenne ses responsabilités pour que ça change. Ouais. Oui. Justement, il y a Laurent qui nous dit, quel est pour vous ce qui manque le plus pour que la femme soit reconnue à part entière et soit à sa juste place dans notre monde? Ils sont en forme ce soir, nos auditeurs, hein. Ce qui manque le plus, je pense, c'est d'ouvrir les yeux. Parce que nous tous, mais même nous deux, hein, Caroline et moi, lorsque nous avons écrit, on s'est rendu compte en fait de tous les biais que nous avions nous aussi. En fait, quand on observe, et c'est un peu ça qui nous a mis une claque, à vrai dire, quand on a commencé à écrire le livre, on ne pensait pas, mais on s'est pris un coup de blues, hein, toutes les deux. Parce qu'on a vu l'ampleur, j'aime pas dire sexisme, parce que tout de suite, on pense qu'on est des féministes excitées, là, quand on dit ça, mais l'ampleur du déséquilibre, quand on cumule les correcteurs d'orthographe qui nous corrigent tout le temps, et avec des biais sexistes, euh, les inégalités sociales, les inégalités professionnelles, l'invisibilisation, mais quand on cumule tout ça, ça fait vraiment beaucoup. Et je pense que ce qui permet d'avancer, c'est certainement pas d'accuser. D'abord, les hommes ne sont pas plus responsables que les femmes de ce que nous vivons aujourd'hui. Les femmes le transmettent aussi, hein. Enfin, les femmes Oui, aussi c'est clair. transmettent les biais Et sexistes, elles ont les c'est bien ça, mais parce qu'on l'a expériences. intériorisé. Ça a fait système, tout ça. Mm. Donc, ce qui va aider, c'est qu'on ouvre les yeux, tous, en disant, OK, en fait, ce qu'on pense normal, ça ne l'est pas. Ouais. Ça fait réagir ce que vous dites, puisqu'il y a justement Dominique qui réagit par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Sonia et Alexandra, qui dit pourtant à l'époque de George Sand, par exemple, les biens de l'épouse étaient automatiquement apportés à leur époux, qui les gérait et les femmes n'avaient plus la main dessus. Mais oui, mais merci Dominique de le dire, parce que le 19e siècle, bon, en fait, ça a commencé si je schématise, dans le monde celte, les femmes avaient plutôt beaucoup de liberté. Et puis avec l'avènement de l'Empire romain, au moment de l'Antiquité, là, vraiment le modèle est passé sur un modèle où on a réduit les femmes au silence, et elles n'avaient même pas de statut, hein, elles n'avaient même pas de statut, hein, de citoyennes. Il y avait les hommes qui étaient des citoyens, et les femmes, les enfants et les esclaves qui étaient autre chose et qui n'étaient pas nommés. Mais c'était vraiment, voilà. Et au Moyen-Âge, quand même, en Europe, les femmes ont réussi, notamment grâce à l'essor de l'artisanat, ont réussi à reprendre en fait du pouvoir.
Et avec aussi l'essor des connaissances médicales, elles ont réussi à reprendre du pouvoir. Mais tout ça a été vraiment gommé à la Renaissance, où il y avait vraiment eu une volonté d'évincer les femmes de toutes les sphères de pouvoir. Et ça a été une volonté. Et cette volonté est allée crescendo jusqu'au 19e. Et George Sand, 19e siècle, vit dans le pire des siècles pour les femmes. Il n'y a pas pire. Avec le Code Napoléon, elles sont à nouveau sous la tutelle de leur mari. Elles n'ont le droit de rien du tout, pas même de posséder leurs biens, pas même de posséder les biens dont elles héritent de leur propre famille. Elles n'ont le droit de rien. Rien. Le 19e siècle est terrible en matière de répression des femmes et de la répression de la liberté des femmes. Et s'il y a eu des révolutionnaires justement pour ça, est-ce que certaines se sont battues justement pour ne pas perdre tous ces droits comme ça? Oui, mais le 19e siècle, s'il est aussi méchant envers la liberté des femmes, c'est parce qu'au 18e, c'est la Révolution et qu'il y a des femmes qui ont ouvert grand leur bouche et qui ont même été jusqu'à l'échafaud en continuant à l'ouvrir, comme Olympe de Gouges par exemple, mais il y en a eu plein d'autres. Et on a vu clairement que les femmes étaient capables d'abord de se rassembler, d'aller dans les cortèges, de manifester. On a vu aussi pendant la Commune qu'elles étaient capables d'aller sur les barricades et de tuer. Il y en a comme des femmes comme Louise Michel qui n'avaient pas peur de se battre comme les hommes. Donc, le 19e a été un énorme retour de bâton pour cela, parce qu'il s'agissait de remettre sous tutelle ces femmes qui avaient fait trop de bruit. Presque Je te de les remercie. bâillonner, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Je Après te leur remercie de avoir parler coupé la d'Olympe de Gouges tête. parce que oui, non, parce que je sais effectivement que Dominique le disait dans une des conférences, effectivement, qui était une des femmes qui l'inspirait, effectivement. Donc, vraiment, merci à toi aussi pour cette référence. Ce que je vous propose, c'est de lancer le jingle pour l'extrait de Marie. Parce que je vous rappelle que Marie est la comédienne de l'émission et qu'elle a lu un extrait donc, de ce livre que tu nous présentes ce soir, Alexandra, coécrit avec Caroline Le Cire, Donne-moi des ailes aux éditions Jouvence. Donc encore une fois, si vous avez un casque, mettez-le et tout de suite l'extrait de Marie. Marie Méran présente un ouvrage de Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto, Donne-moi des ailes, aux éditions Jouvence. Nous sommes des êtres d'inspiration. Depuis l'enfance, nos pensées, nos comportements et nos choix sont le fruit de notre interprétation du monde. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne connaissons qu'une version partielle de la réalité ? Que deviennent nos possibles lorsque les offres d'identification sont tronquées ? Pour partir en quête du matrimoine, nous nous sommes appuyés sur les travaux de femmes formidables, des historiennes principalement, mais aussi des anthropologues, des sociologues, des journalistes, des essayistes. Et aussi sur les travaux de quelques hommes, bien sûr, mais comme ils sont moins nombreux à s'être emparés du sujet, ils sont moins cités, une fois n'est pas coutume. Bien que toutes deux engagées sur la voie du féminisme, nous avions, nous aussi, beaucoup de croyances à déconstruire et de vérités à découvrir. Il nous aura fallu, par exemple, des années pour réaliser, merci à ceux et à celles qui contribuent à nous ouvrir les yeux, que les rues de nos villes portent environ 10 fois moins de noms de femmes que d'hommes. Que dans les livres ou sur les réseaux sociaux, les citations mises en exergue sont tirées dans leur grande majorité d'ouvrages écrits par des hommes. Et que, même si la prise de conscience est là et que les choses bougent, les rôles d'experts, d'écrivains, de peintres, de photographes, d'aventuriers, de cinéastes, d'architectes, de designers se déclinent très majoritairement au masculin, tant dans les dictionnaires que sur la scène médiatique. Cette réalité culturelle genrée est si fortement ancrée en nous que nous n'avions même pas réalisé que nous manquions de femmes inspirantes et même d'un mot spécifique pour nommer cet héritage. Mais pour autant, est-il bien utile d'ajouter un combat féministe de plus à ceux qui existent déjà ? Oui, c'est utile, nous en sommes convaincus. Comme tous les autres combats, à l'évidence nécessaires, pourrait-il être suffisant alors que notre conscience et notre identité se forgent chaque jour à partir d'une histoire tronquée ou incomplète ? Ce livre, les épisodes du podcast
et les conférences sont pensées comme des boussoles pour partir en quête de cette part d'héritage humain qui nous manque. Nous ne sommes pas historiennes. Notre contribution comporte nul sans doute des approximations et des oublis. Nous avons fait le choix de privilégier certains angles d'investigation, la catégorie femmes étant déjà multiple, origine ethnique, orientation sexuelle, classe sociale. Même si nous avons veillé à ce que les exemples de femmes inspirantes présentés dans cet ouvrage soient variés, nos recherches sur l'histoire, elles, sont ciblées sur l'Europe occidentale. C'est un choix limitant, certes, mais sous-entendu par une vision réaliste et pragmatique des ressources dont nous disposons. Nous pensons que la réhabilitation du matrimoine est un outil critique essentiel qui nous donne l'occasion, en comprenant mieux le rôle des femmes d'hier, de changer la donne pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Il s'agit d'un héritage précieux dont dépend notre épanouissement en tant qu'humains, humaines sur cette terre. Alors, prêts, prêtes à partir à la recherche du matrimoine? Bienvenue dans l'aventure. Voilà donc pour cet extrait de Donne-moi des ailes aux éditions Jouvence par Marie Méran, comédienne de l'émission. Qu'est-ce que ça te fait, Alexandra, d'entendre ton livre en audio? Toi qui as l'habitude en plus de faire des podcasts. Ouais, c'est très émouvant, d'autant que l'écriture commence à dater un peu, donc c'est un côté très, très doux d'entendre. Je remercie beaucoup Marie d'avoir choisi, cet extrait-là parce que moi ça parle très exactement du livre, voilà, de ce qu'on peut y trouver, de ce qu'il peut offrir. Donc merci beaucoup à Marie pour cette, lecture, tout en douceur en plus, c'était très agréable. Eh ben, merci à toi en tout cas d'avoir parlé de ce livre, un véritable hommage au matrimoine et au mentorat féminin. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet extrait? Puisque Non, on justement, sait c'est vrai que que là, la façon que Marie a lu, ça change de d'habitude. Et c'est vrai que là, c'était, on l'aurait écouté comme ça, c'est Mmh. bon, elle est ah ouais, je vote pour que Marie, nous lise tous les livres des auteurs qu'on reçoit en entier et que ah bah, voilà, on comme rappelle ça, effectivement que c'est son métier, hein, donc mmh, si les auteurs sont intéressés, vous pouvez la contacter, hein, via les réseaux sociaux, hein, chroniqueuse de l'émission aussi, et Marie, qui peut pas être avec nous ce soir, mais qu'on embrasse bien évidemment. J'ai pas de nouvelles questions. Si, il y a Dominique qui revenait un petit peu sur ce que tu disais par rapport à George Sand, qui disait: «George Sand est la première qui a réussi à obtenir la séparation de corps et de biens, Mmh. mais elle s'est battue pendant plusieurs années et c'est surtout grâce à sa popularité que le tribunal a décidé de lui donner raison pour éviter la critique du peuple». Voilà, merci Oui, Dominique en tout cas, qui est une passionnée oui, aussi, oui, on le voit. oui. Ah oui, mais Georges Sand, quel personnage, extraordinaire, extraordinaire. D'ailleurs, je vous encourage à aller écouter notre, dernier épisode, du podcast «Donne-moi des ailes» où Véronique Gallo, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une humoriste, belge, a absolument, formidable qui sait, croquer les situations de maman au quotidien et elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram qui sont vraiment un vrai moment de bonheur et surtout de soulagement pour les mamans parce on se reconnaît beaucoup dans ce qu'elle dit et elle nous a présenté, George Sand et qui a été, une Ah, autrice très importante parce que Véronique Gallo écrit aussi, elle a écrit plusieurs romans, l'écriture est importante dans sa vie et vraiment tant le personnage que la qualité de sa plume et de son œuvre l'ont énormément inspirée donc je vous encourage à aller, écouter cet épisode qui est déjà publié et qui est super. ben voilà, on rappelle effectivement que vous pouvez les retrouver sur les différents liens qui circulent, tout de suite, en bas. Oui. Et il y a Laurent qui rajoute effectivement que le monde serait plaisant si l'union, la complémentarité et l'entraide prenaient le pas sur la division, la différence et le syndrome masculin de la supériorité. Oh Voilà. merci, mais je suis très, très, très touchée que ce soit un homme en plus qui fasse cette, remarque. Merci infiniment. Merci beaucoup, Laurent. Et voilà, hop, je vais juste enlever les commentaires qui sont là. Voilà. Et puis, puisqu'on rappelle aussi, hein, qu'on peut te retrouver, Alexandra, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où tu partages aussi, oula, tu partages aussi les podcasts, tu es sur tes réseaux, tu es bien Tout présente à avec fait. Caroline. Donc, en tout cas, voilà, faut vraiment pas hésiter à te suivre.
Ce que je peux te proposer avant de recevoir Séraphine dans quelques instants, c'est de passer à la question de l'invité. Voilà, le passage de relais de cette émission. Donc on lance, le jingle et on explique à nos auditeurs quel est le principe. Alors, le passage de relais, nouvelle nouveauté dans cette émission que tu ne connais pas encore, Alexandra, mais le principe, il est simple. Ce mercredi, oui, ce mercredi, nous avons reçu Harold Cobert qui est venu nous présenter son livre Le procès Mein Kampf aux éditions Les Escales, chère Sonia. Sonia, rapidement pour Alexandra et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? En fait, c'est un groupe d'hommes qui se réunissent pour en fait faire éditer et faire publier au grand nom pour que distribuer en France le fameux livre que Adolf Hitler a écrit quand il était emprisonné et qui parle de stratégie et tout ça. Et du coup, pour montrer à tout le monde en fait qu'il ne faut pas se fier à ce qu'il dit, oui, la France c'est nos amis, et en fin de compte, après part en guerre et du coup, il se demande pourquoi il a jamais voulu être, Hitler n'a jamais voulu qu'il soit traduit en français ni publié en fait, et c'était pour cacher plein de choses. Et du coup, l'auteur et l'imprimeur se retrouvent du coup devant un tribunal pour l'avoir fait illégalement. Et franchement, c'est une super histoire aussi à lire, avec des Voilà, donc, parties vraies aussi et romancées. Voilà. voilà, donc toi, Alexandra, qui est une passionnée Intéressant. d'histoire aussi, vraiment, je t'invite à Oui. découvrir ce livre, Le procès Mein Kampf aux éditions Les Escales. Et justement, quand on lui a dit on recevra Alexandre Huguetto dans cette émission, est-ce que tu aurais une question à lui poser? Voici sa question. Alexandra, bonsoir. Malheureusement, je ne vous ai pas lu, mais j'ai entendu parler de votre précédent livre. Et je vois dans votre travail que vous faites exactement ce qui est très important de faire, c'est-à-dire de redonner aux femmes la place qu'elles méritent dans tout ce qu'elles ont pu apporter à l'histoire de l'humanité. Mais il y a un autre volet, parce que moi, comme on l'a dit dans cette émission, je m'intéresse plutôt aux marges et aux zones d'ombre. Il y a un mythe qui s'appelle le mythe de Périandre et qui fonde quelque chose de terrible. Et je voulais vous demander si vous le connaissiez, parce que pensez-vous que les femmes peuvent être des monstres comme les hommes? Mais bien Voilà, sûr, très... mais bien sûr. Ah, Merci pour la question. Et merci pour la question parce qu'elle me permet de répondre selon plusieurs prismes. Le premier prisme réel, le monstre est dans l'humanité et n'a pas de genre. L'histoire nous a produit des monstres. Hein. Il y a des femmes serial killers. Il y a pas. Ce n'est pas le propre du masculin. Ce serait illusoire de cantonner les femmes à la douceur et les hommes à la domination. Donc oui, bien sûr, une femme peut être un monstre. Après, je voudrais aussi quand même nuancer le propos parce que ce qu'on a beaucoup vu et ce qui nous a frappé aussi quand on a fait notre documentation pour écrire, c'est que quand les femmes sont en situation de pouvoir, on a tendance à toujours les réduire à des clichés, à des stéréotypes ou à du discrédit. Et là-dedans, on va souvent raconter qu'elles sont des grosses méchantes. Et alors, quelques exemples. Cléopâtre. Voilà, là on a un épisode magnifique aussi d'une égyptologue qui vient nous parler de cette figure-là. On l'a vraiment réduite à un cliché de séductrice, de femme mauvaise, superficielle, intéressée uniquement par sa beauté, par le lait d'ânesse et tout. Mais ce qu'on raconte pas en fait, c'est que cette femme, elle a été pharaon d'abord. Alors, pharaon, hein, ça se dit pas au féminin, hein, c'est masculin. Donc elle a été pharaon pendant 33 ans. Elle a donc été à la tête de ce pays pendant un temps sans guerre, dans un temps où l'économie
l'économie égyptienne était plutôt florissante et que, certes, on la connaît pour avoir été en couple avec César et avec Marc-Antoine, mais en fait, avec les deux, elle a eu des enfants. Donc, enfin, on parle d'une grande séductrice qui n'est là que pour ses intérêts politiques. Enfin, elle a quand même donné des enfants aux deux. Donc, ils ont quand même fondé une famille. Euh, il se dit, ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est une femme extrêmement érudite, euh, instruite, qu'elle a été préparée au pouvoir par son père, qui a décelé chez elle bien plus que chez son frère la capacité à gouverner. On dit aussi que elle s'est suicidée en se faisant mordre par des serpents, mais au final, elle avait quand même une grande connaissance euh, médicinale et que probablement elle s'est inoculée elle-même son propre poison pour éviter en fait d'être torturée par les Romains une fois que César a été exécuté. Donc, vraiment, on l'a réduite à un cliché extrêmement superficiel et un peu nauséabond de femme séductrice, alors qu'elle est beaucoup plus que ça. Donc, quand je reviens avec l'histoire du monstre, on a vite fait le pas quand les femmes sont au pouvoir, de dire elles sont des sanguinaires. On se rend compte en fait que même Marie de Médicis, même la reine Élisabeth n'ont pas été aussi violentes qu'on le dit, et que si elles ont pu avoir des actes tout à fait répréhensibles, on a quand même focalisé des années de règne sur ces actes-là sans parler du reste. Alors que les hommes, quand ils font des choses répréhensibles, souvent c'est plutôt parce que voilà, ils sont courageux, ils ont été un peu voilà, ils ont été dominants, point. Donc oui, les femmes peuvent être objectivement des monstres, et attention aussi, parce qu'on réduit souvent les femmes qui ont du pouvoir à des monstres et à des méchantes. Voilà. C'est intéressant la petite référence que tu fais justement à toutes les femmes que tu viens de citer, puisqu'il y a René qui nous dit l'égalité homme-femme aurait pu commencer avec Jeanne d'Arc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais tout à fait. D'ailleurs, l'époque du Moyen Âge, s'il n'y avait pas eu les grandes répressions, ces exécutions massives qui ont eu lieu dans le cadre de la Renaissance et de la chasse aux sorcières de femmes, et s'il n'y avait pas eu cette grande répression, je pense que l'égalité serait encore là, parce que le Moyen Âge, contrairement à ce qu'on croit, est un âge où les femmes avaient vraiment une place. Si on est sur le matrimoine, je voulais par exemple citer Tortula de Salerne, qui est une médecienne, parce qu'on disait, les médecins à l'époque se disaient au féminin. Donc elle est médecienne, elle fait des recherches en obstétrique. Elle a écrit 2 traités de plus de 1000 pages sur l'obstétrique. Elle a même pressenti à l'époque l'existence de système hormonal chez les femmes. Et si on avait capitalisé sur ces travaux et si on ne devait pas reléguer aux oubliettes, parce que c'est une femme et si on n'était pas reparti de zéro, mais on aurait capitalisé sur ces travaux et on n'aurait pas découvert simplement au début du 19e siècle qu'il y avait des cycles hormonaux chez les femmes, vous voyez, parce qu'elle est Tortula de Salerne, elle a publié en 1100 son écrit, 1100 quand même. Ouais. Pas de Donc souci. oui, il y aurait plus d'égalité si, au Moyen-Âge, on avait plus pris en compte les femmes, comme Jeanne d'Arc et comme plein d'autres. Eh ben, en tout cas, merci René pour cette question. Donc, en tout cas, on rappelle effectivement que tu as répondu à la question donc, de Harold Cobert, qui est venu nous présenter ce livre, Le procès Mein Kampf aux éditions Les Escales, mais aussi un passionné d'histoire que nous recevrons la semaine prochaine. On recevra Sonia Michael Migueres, qui viendra nous présenter son premier roman aux éditions Ramsay, Le dernier empire des Templiers, où là aussi une période de l'histoire qui intrigue encore une fois. Dominique est là et on en a eu la preuve la dernière fois. Sonia, en 2 mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Un polar historique un peu dans la lignée d'Aranea. Ceux qui nous Oui, suivent depuis quelque temps voient de qui je parle. Et du coup, Alexandre c'est vrai Murat, que ça oui. m'a fait penser un petit peu à ça. Voilà, Alexandre Murat. Et c'est un petit peu dans le même style. Et franchement, c'est excellent. Moi, j'adore. Enfin, je kiffe les livres comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'intrigue. Ça va à 100 à l'heure. Il n'y a pas de minute de répit non plus. Et
Franchement, c'est top aussi. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour cette présentation. Et Alexandra, quelle question aurais-tu envie de poser à... Oui, non, c'est pas français ce que je viens de dire. Quelle question veux-tu poser à Michael? Alors évidemment, son approche historique m'a beaucoup intéressée, et surtout au sujet des Templiers qui, eux aussi, ont souvent été réduits à des clichés. Et je voudrais lui demander, dans cette quête et dans très certainement la documentation qu'il a rassemblée pour pouvoir écrire son roman, quel est ce qui l'a le plus touché personnellement en tant qu'homme dans ce qu'il a pu découvrir? Et surtout, est-ce que l'écriture de ce roman a changé quelque chose en lui? Parce que, évidemment, je vous l'ai dit pendant l'émission, connaître l'histoire, c'est aussi changer de prisme, et surtout connaître l'histoire qu'on ne connaît pas très bien, c'est changer de prisme et voir la vie autrement. Et du coup, ça m'intéresse de voir en quoi découvrir l'histoire des Templiers lui a permis, lui, de changer des choses à l'intérieur de lui-même. Eh ben, merci beaucoup, Alexandra, donc, pour cette question à Alexandre, à Michael, qui viendra nous présenter donc mercredi prochain son premier livre aux éditions Ramsay, Le Dernier Empire des Templiers. Voilà, vous le voyez sur cet écran, donc mercredi 30 avril à 19h30. Et ça me permet aussi de vous rappeler, pour ceux qui nous rejoignent, puisque je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent, qu'on peut retrouver ces émissions en direct ou en rediffusion en flashant ce QR code sur Facebook et YouTube le mercredi et le vendredi à 19h30. Voilà, pour prendre l'apéro, en parlant littérature. C'est ça. Voilà. Juste avant de recevoir Séraphine, oui, qui rigole dès qu'on parle d'apéro forcément, il y a Laurent qui nous dit: «L'idée des clichés ou des mensonges de l'homme envers la femme est surtout le seul moyen qu'il a de se protéger de leur supériorité dans beaucoup de domaines». Voilà, merci beaucoup Laurent. Eh ben, écoute, Alexandra, sauf, Sonia, si tu veux rajouter quelque chose à tout ce qui a été dit pour l'instant? Ouais, je reviens à peu près sur les monstres et tout ça, les femmes monstres. Je pense, enfin personnellement, hein, c'est peut-être que mon avis, mais les femmes sont plus cruelles et plus perverses qu'un homme en fait. Donc on dit quelquefois il y a des monstres, tout ça, mais je ne sais pas, j'ai une impression que quand on entend par exemple des sujets à la télé et tout ça, je trouve qu'elles sont plus perverses et plus cruelles qu'un homme en fait. Donc quelquefois, je me suis dit, Alors, vous pensez bien que je vais rebondir. Alors, je pense qu'elles peuvent être, en effet, être aussi cruelles et perverses que les hommes, et que la perception qu'on a qu'elles peuvent être plus cruelles ou perverses est vraiment héritée de tous nos siècles de sexisme où les médecins, les scientifiques n'ont eu de cesse de montrer que nous étions irresponsables, alors Freud qui met qu'on est sous l'impulsion de nos, sous l'emprise de nos pulsions sexuelles, Charcot aussi qui dit ça, voilà, la diabolisation de nos utérus. Attention justement à ça. Euh, oui, les femmes peuvent être cruelles et perverses, mais pas plus que les hommes. En fait, malheureusement, ça fait partie de l'humanité. Quand on pense qu'elles ne le sont plus, je pense qu'on est imprégné en fait de ce qu'on nous a rentré dans le crâne. Comme par exemple comment dire, la rivalité au féminin. Ah, voilà un stéréotype que j'adore dégommer. On a cette vision de la rivalité au féminin. Voilà, et des femmes, voilà, quand on les met ensemble, ah là là, c'est compliqué, c'est terrible, elles sont dans une rivalité pas possible. Alors moi déjà, je suis maman de 2 jumeaux garçons. Je peux vous dire que la rivalité au masculin, c'est aussi quelque chose, hein, et que la rivalité, c'est humain, et que pas plus les femmes. On pense que plus les femmes, mais parce qu'on a adoré stigmatiser les femmes pour ça, mais pas plus les femmes que les hommes. Et pour avoir évolué dans un grand groupe pendant 15 ans, dans les sphères de direction, où évidemment c'était majoritairement des hommes, je peux vous dire que la rivalité au masculin est la rivalité terrible, et du coup aux conséquences terribles de la rivalité au masculin. C'est pas, comment dire, c'est pas de la limonade non plus. Donc
voilà, attention, on a souvent, parce qu'on réduit les femmes à certains stéréotypes depuis longtemps, on leur attribue quand même des comportements déviants qui sont des comportements humains. Quand on Et voit mais en tout les cas, clichés que c'est plein de femmes qui travaillent ensemble, je vois en maternité, le chef de service arrive, c'est un homme, c'est il y a le cook, le coq dans la basse-cour. Ça y est, mais c'est tellement entendu, c'est impressionnant, quoi. Mais Partout, il y a oui, que des groupes de femmes ensemble. Dès qu'il y a un homme qui arrive, ça y est, soi-disant, voilà, ça part en cacahuète direct. Donc, voilà, quoi, ouais. On en rigole quelquefois. oui. eh ben, en tout cas, merci à tous les 2 et je vous propose donc d'accueillir Séraphine. Séraphine Matin, psycho-chroniqueuse de l'émission. Ça va Séraphine? Ouais, très très bien. Oui? Je me suis Alors régalée. qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots justement sur, Alexandra, avant justement que Sonia et moi, nous vous laissions en tête-à-tête avec Alexandra? Ben, en quelques mots, c'est ça, c'est une passionnée, mais tout en douceur. J'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as parlé de féministe excitée. Et j'avais aussi entendu justement le terme une féministe, c'est le féminin de terroriste. Et c'est vrai que du coup, on associe le féminisme à quelque chose de très violent, à une guerre des sexes, justement. Et du coup, non, je trouve que c'est le vrai féminisme, c'est ce que tu fais, c'est de mettre en valeur les femmes sans les opposer aux hommes. Je pense que la vraie Mm. solution, mais comme justement les hommes ont dit ce soir, parce qu'il y a heureusement certains hommes qui reconnaissent la valeur des femmes sans se sous-estimer pour autant. Et je trouve que le message est très très bien passé ce soir. Si c'est bien le message que tu veux faire passer, je l'ai trouvé très clair ce soir. Ouais. Merci. Oui, oui, merci Eh beh, beaucoup. écoute, merci à toi et avec Sonia, on vous laisse donc, toutes les 2. On vous écoute. Oui. Oui, tu parlais tout à l'heure de l'entreprise, justement, parce que les ressources humaines, bah, c'est du coup aussi un peu les plaintes et les complaintes. On va voir la RH quand on a un souci. Donc, les femmes qui venaient te voir parce qu'elles avaient besoin de partager un souci et de voir éventuellement ce que tu pouvais faire, qu'est-ce qu'elles dénonçaient principalement? Quel était leur problème principal? Qu'est-ce qui revenait, qu'est-ce qui était récurrent dans les plaintes et la place des femmes dans les entreprises? Dans ce qui était récurrent, il y avait les écarts de salaire, en disant, Mhm. mais chose que j'ai vécue moi-même, hein, en disant, mais à même Mhm. niveau de poste et en performant plutôt plus, mais est-ce qu'on vraiment, on pourrait m'expliquer pourquoi je suis payée vraiment moins? Donc l'écart de salaire restait quand même au cœur des discussions. Euh, Une autre chose aussi qui revenait, c'est le côté, boys club. Bon, j'ai bossé dans un très grand groupe et il y avait des cercles qui étaient principalement des cercles issus d'écoles, supérieures qui se cooptaient entre eux Mhm. et tout Oui. ce petit monde, tournait en vase clos et alors il y avait Oui, les HEC et SEC, qui tournaient entre eux, puis il y avait les Sciences Po, qui tournaient entre eux les mais sauf fraternités. que voilà, les femmes étaient exclues, de ces boys clubs et souvent Oui, elles n'avaient pas accès à certains postes. Donc il y avait aussi la question du plafond de verre. On va dire qu'entre l'écart de salaire et le oui. plafond de verre, c'était vraiment les 2 choses qui revenaient le plus souvent. Et du coup, comment tu les calmais, comment tu les calmais, comment tu arrivais à leur expliquer que malheureusement c'est une réalité et comment tu les invitais à supporter ça? Alors on va dire que j'étais pas non plus sur ce type de poste-là. Hem, quand je travaillais dans ce grand groupe, moi je pilotais, les réformes des métiers et après, le service d'accompagnement du changement. Mais dès que je suis Mhm. devenue freelance, en fait, mon travail assez rapidement est devenu un travail autour de l'accompagnement des réorientations au féminin et des reconversions professionnelles au féminin. Et alors là, de fait, j'étais non seulement en conseil, mais en support total. Et Mhm. la vraie chose, c'est d'aider les femmes à voir à quel point
elles ont du talent et il y a déjà de la puissance dans ce qu'elles sont. Parce que le syndrome d'imposture, mais qui vient pas de nulle part, hein, pendant Oui. je parlais juste avant du dénigrement des femmes, du fait qu'on les ait réduites à des clichés, de tous ces scientifiques là, 18e, 19e siècle, qui ont cessé de montrer que, les femmes avaient un cerveau plus petit, qu'elles étaient moins intelligentes. Puis tous ces grands penseurs, hein, y compris, des monuments comme Kant, comme, voilà, qui ont dit que Oui, oui. les femmes étaient sottes. Ça a des traces aujourd'hui et les femmes ont du mal à voir qu'elles ont du talent, hem, qu'elles valent aussi bien qu'un homme. Donc vraiment le travail, c'est de les amener à vraiment percevoir, comprendre et accepter jusque dans leurs tripes qu'elles ont beaucoup Mhm. de talent et que quand elles pensent que non, c'est Mhm. juste leur syndrome d'imposture qui leur raconte le contraire. D'accord. Oui, passer par la psychologie, du coup, Mmh. plus que par la sociologie et par le fait sociétal. Ah oui, d'accord. Et en même Et temps, ça fait système, hein, parce que c'est un aller-retour. Parce que ce syndrome d'imposture, il vient d'un problème systémique, parce que c'est parce qu'on a toujours fait croire aux femmes qu'elles étaient des sottes et qu'elles étaient oui, irresponsables qu'aujourd'hui on a le syndrome d'imposture qui est tellement décuplé quand on est une femme. C'est aussi quelque chose qui concerne les hommes, hein, mais bien sûr, bien sûr. beaucoup Mm. plus les femmes, mais parce qu'on vient de là. Donc ça, c'est Oui. systémique et c'est sociétal. Et Mhm. après, mais on peut reprendre notre pouvoir. Et là, du coup, on est vraiment sur une dimension plus psychologique. On peut reprendre quand Oui, même notre pouvoir en ouvrant les yeux, en se disant: «Attends, et moi, mon rôle aussi, c'est de montrer», en disant: «Regarde, ça, c'est oui, objectif. Ça, c'est ton talent, ça, oui. c'est ta zone de génie, ça, c'est ton pouvoir. Donc ça, tu demandes à ton syndrome d'imposteur qu'il aille voir ailleurs s'il y est, mais tu t'appuies sur ses Tout à compétences». Et fait. souvent, je les aide, en fait, à mieux appréhender le nombre de compétences qu'elles ont, Mm. parce qu'elles n'en sont pas très Tu conscientes. parles depuis tout à l'heure, justement, tu parles de pouvoir, tu parles d'intelligence. Et je me demande si, parce que justement, dans l'histoire, il y a eu un moment où il y a eu un équilibre, où on était juste des humains et qu'il n'y avait pas forcément d'importance ou de suprématie de genre, à quel moment les hommes et les pensants ont eu peur des femmes, ont eu peur justement de ce pouvoir, de cette intelligence. Je me demande si c'est pas tout simplement une peur et comment se fait-il que cette peur ait réussi à être aussi généralisée et finalement aussi efficace pour rabaisser l'intelligence, le pouvoir et la fonction des femmes. À quel moment ils ont eu peur des femmes? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que cette notion de peur, elle est claire et en tout cas, elle se voit à 2 moments charnières dans l'histoire, à la Renaissance, au XVIe siècle Mmh. et au XIXe siècle. Au XVIe siècle, il y a vraiment une peur des femmes. Il faut comprendre que ce siècle est un siècle qui a été où le pouvoir des ecclésiastiques est devenu croissant et du coup, la Oui, peur des femmes et la peur du pouvoir et de la souveraineté au féminin est beaucoup venue de leurs idées qu'ils ont en plus beaucoup propagées dans toute l'Europe. Avec le développement de l'imprimerie, on n'a pas eu trop de chance. Il y a eu un peu un triple effet entre le c'est pouvoir des vrai. ecclésiastiques, le développement de l'imprimerie, où du coup ce qu'ils écrivent se lit partout, plus le fait que les ecclésiastiques mettent la main mise sur l'enseignement et sur l'instruction supérieure. Ces 3 choses-là font que, tout d'un coup, la pensée politique devient extrêmement misogyne, ce qui n'était pas le cas Oui, au Moyen Âge. Donc là, il y a eu un moment oui. charnière à ce moment-là et il y en a eu un autre au 19e et je pense que c'est post-révolutionnaire. On a vu que les femmes pouvaient avoir des rôles importants en termes de révolution qui Mmh. pouvaient être dangereux. Si on a guillotiné Olympe de Gouges, c'est parce qu'on la trouvait dangereuse, parce qu'elle osait remettre en question, hem, hem Dangereuse. ah oui, oui, on Mmh. la trouvait dangereuse. Elle osait remettre en question dans les rencontres publiques, Robespierre, voilà, je cherchais son nom. Et elle a osé, D'accord. lui dénoncer la terreur, dénoncer ses pratiques, lui dire qu'il était là pour du pouvoir et que ses idées n'étaient pas révolutionnaires. Donc elle a été vraiment exécutée parce qu'elle était dangereuse, hein. Mmh. Le fait d'accusation est Oui, ridicule, hein, quand on y parce pense. qu'elle avait de l'audace et du courage et que Oui, du coup ça remettait totalement en question justement oui. l'image que la femme devait avoir. Et c'est vrai que j'avais pas pensé que ça pouvait remonter justement à l'ascension, religieuse qui, Mmh. qui,
voilà, Marie étant justement tellement emblématique, il fallait qu'il voilà, qu'il généralise l'image de la femme pour pouvoir discréditer Marie, justement. Et Mm. c'est oui, c'est fou, j'avais pas pensé que l'origine était là. Mais du coup, la question qu'en découle, c'est pourquoi les femmes se sont laissées faire. Alors au XVIe siècle, ça a été assez diabolique, hein, quand on y pense. Elles ont été exécutées par centaines de milliers, donc je pense qu'elles ont eu Oui, peur, hein, et qu'elles se sont mises au pas parce qu'elles n'avaient soigner pas la le peur par la choix. peur, c'est beau. Ah Oui. oui, oui, oui. Bah, ça a été terrible, hein, les chiffres parlent à peu près de 200 000 femmes exécutées en Europe en quelques années. Sans parler du fait que on les a coupées, aussi de leur capacité à être libres et souveraines. Hem, il y a même, ça vient vite, hein, il y a un édit, de Paris là en 1532 qui dit que les femmes n'auront plus accès aux fonctions administratives de l'État. Voilà, et c'est carrément écrit dans un édit. Donc je pense qu'elles n'ont pas eu le choix, et au XIXe siècle, on voit que, heu elle se cache beaucoup. Voilà, George Sand écrit sous un nom d'homme. Oui, Elle continue à agir, mais en coulisses. oui, On ne peut pas dire qu'elles ont accepté, mais on va dire qu'elles agissent en coulisses. Mais elles ont compris qu'il ne oui, fallait pas trop la ramener parce que oui, ça voilà. pouvait être dangereux. Pas accepté mais compris. Donc elles n'ont jamais arrêté voilà, Oui, d'être intelligentes et courageuses et d'avoir du pouvoir. Elles ont juste compris qu'il oui, fallait voilà, être la ceinture de l'homme oui, pour continuer à avoir sa place. Elles ont, oui, il y a une espèce de résilience aussi, peut-être, de oui. résignation et de résilience. Et c'est la force, ça fait partie de la force des femmes, je pense. C'est ça. Regardons ce qui se passe en Iran, Et hein. Elles sont courageuses, oui, elles continuent à chanter, oui, elles sont exécutées à tour oui, de bras tous les jours, et pourtant elles continuent à sortir, enlever le voile, chanter. oui. Ça, c'est un vrai combat. Et ça, c'est beau. Oui, Ça, c'est une vraie preuve du courage qu'ont oui. les femmes, contrairement à ce que ça a pu être, ce qui a pu être démontré. Mais Mmh. justement, je trouve les choses ont changé. Les femmes se permettent des choses, les femmes osent. Et aujourd'hui, en France, en tout cas, on a cette chance, on a la chance, bon, au-delà du salaire, au-delà des discriminations qui existent toujours, mais on a quand même accès à Bien certaines sûr, études et à certains métiers bien sûr. qui ne sont pas de nature féminine, qui ne sont pas censés Oui. être féminins. Et pourtant, beaucoup de femmes n'osent pas accéder à leurs rêves, n'osent pas se donner les moyens Mmh. d'aller au bout de leurs rêves. Pourquoi? Je pense que ça vient du syndrome d'imposture. Ça, c'est une première piste dont j'ai parlé. Je pense Oui, aussi que le manque de représentation est quelque chose, d'important. C'est difficile de se projeter, en fait, sur une carrière, sur un métier, quand pardon, j'ai mis peut-être un peu trop de lumière. Je voyais que je commençais à être dans le noir, mais bon. Hem, Ça, c'est aussi tout l'enjeu de Donne-moi des ailes, c'est d'offrir mhm, des modèles de représentation au féminin. Parce qu'on en a peu, oui, et je me rappelle toujours une interview que j'avais écoutée de Sophie Adenau, donc qui est une femme astronaute qui a été, envoyée récemment, sur, je ne sais plus quelle, aventure spatiale, et elle disait que mhm, bon, c'est une femme extrêmement brillante, qui était pilote de chasse, extrêmement brillante. Elle disait qu'elle n'aurait jamais osé tenter l'aérospatiale s'il n'y avait pas eu Claudie Aigneret. Et elle s'est dit: «Mais puisque Claudie Aigneret l'a réussi, pourquoi pas moi?» Mais elle a dit: «Sans elle, et je n'y ça va serais pas arrivée», de et mieux elle en tient mieux. à le dire parce qu'elle tient à dire: «C'est parce que je suis, moi, dans cette nouvelle belle aventure spatiale et que je fais partie des 7 ou 8 astronautes d'Europe qui ont été choisis pour y aller, c'est parce que j'y suis que des jeunes filles vont aller faire des études scientifiques et vont me suivre». Donc elle tient à dire comment elle y est arrivée et à faire vraiment de la com sur le sujet. D'accord, Donc donc ça je va pense aussi que changer. les femmes n'osent pas, parce Mm, qu'on n'a mm. pas beaucoup de modèles. Oui, elles n'ont pas de modèle, donc ça va avancer, ça va Oui, changer au fur et à oui, mesure que des femmes vont oser être des oui. pionnières. Les autres, du coup, suivront et ça, c'est hyper encourageant, c'est Bien chouette. sûr, des Ça, c'est pionnières, il y en vraiment a très plein. chouette. Écoutez, alors lisez dans notre livre le portrait d'Helena Rubinstein. Comment en 1910, cette femme Oui, juive
qui grandit dans un shuttle de Pologne très pauvre, comment elle réussit à aller jusqu'en Australie et à partir d'une pommade qu'on se transmet de mère en fille dans sa famille, elle construit un empire de cosmétiques. Comment est-ce qu'elle Oui. invente les soins en cabine? Mhm. Mais c'est magnifique. Et comment elle a créé un empire en Europe, et puis elle en a créé un autre aux États-Unis. Et puis il y a eu la grande crise, donc tout s'effondre, ben, c'est pas grave, elle l'a recommencé après, enfin elle a créé 3 fois son empire. Voilà, donc on pense C'est toujours que fou. les femmes, C'est heu, fou. on pense en fait que beaucoup de femmes sont des pionnières et quand on creuse, on se rend compte qu'il y en a eu plein d'autres avant. Donc voilà, ça c'est notre, C'est aventure dingue. avec Caroline et c'est notre bâton de pèlerine de dire: «Mais il y en a plein là, C'est il y fou. en a plein. Si elles peuvent, nous Et on pour le... peut». Oui, voilà. Mais et pour en parler aussi bien, tu l'as eu, toi, du coup, ce syndrome de l'imposteur, et tu as osé, tu as réussi à le Bien sûr, dépasser. Oui, tu bah, l'as dépassé et c'est ce qui fait je qu'aujourd'hui, tu es capable d'aider d'autres à le faire. alors je ne sais pas si on peut le dépasser, mais on va dire qu'on peut en faire un compagnon qui est pas trop encombrant. Je suis pas sûre qu'on D'accord. puisse vraiment le dépasser et puis est-ce vraiment, comment dire? Nécessaire dit parce que ça prendrait beaucoup d'énergie. Mais disons que j'ai réussi Oui, aujourd'hui à en faire un compagnon oui. qui m'emmerde pas trop. Il me pollue un peu la Oui, vie, j'aime beaucoup. mais pas trop. Et il a C'est été ça. terrible, au moment de l'écriture de mon premier roman, de Chloé des loups. Oui. Mhm. J'ai toujours dit: «Il m'a fallu vaincre tellement de dragons avant d'écrire». Ah ouais. Et je pense que j'ai peut-être mis 2 ans à tourner autour du pot, à me dire: «Mais qui suis-je? Est-ce bien raisonnable? Est-ce que je peux écrire un livre?» et puis en plus de la fantaisie, oh mon Dieu, Mm. d'autres l'ont fait, enfin bref, ça m'a pris 2 ans et que du jour alors moi j'ai réussi à contourner le truc à un moment où je me suis dit: «Bon écoute, tu sais quoi? Tu vas faire comme tu fais au travail» et je me suis dit: «C'est un job». Donc je me suis mis des indicateurs, des KPI. Donc il fallait que j'écrive tant de signes, j'ai fait une gestion de projet. Je l'ai abordé comme en gestion de projet et là, tout d'un coup, je sais pas, ça m'a mis dans une situation que je connais davantage, comme j'étais en Mhm. entreprise et puis ça a réussi à booter, le syndrome d'imposteur un peu en dehors de mon champ d'action. Je me suis dit: «Mais c'est attends, c'est Mm. un job, c'est un projet». Donc je me suis mis vraiment des indicateurs et puis je me suis fait un comité de direction avec moi-même. Donc tous les dimanches soirs, on avait comité de direction littéraire et comme donc dans mon comité de direction avec moi-même, je me disais: «Bon alors, OK, tu as fait combien de signes? Est-ce que tu as avancé sur les chapitres?» Je ne sais pas, le fait de m'être mise dans cette posture psychologique a fait que j'ai réussi à reprendre un peu, mon pouvoir et là en 9 mois, j'ai écrit le bouquin. Alors que ça faisait 2 D'accord. ans que je Ouais, tournais ouais. autour du pot parce que Mm. j'étais dans mes sempiternelles questions autour de: «Mais Oser. suis-je bien légitime à écrire quelque chose?» Oser. En tant que femme, ouais, en tant que femme, pour réussir, je pense que c'est ça. C'est Mmh. oser et changer de paradigme. Trouver un Oui, autre biais pour c'est oser ça, faire les choses. Et de c'est là, une exactement femme ça. peut tout. Mm. Oui. Ouais. Et du coup, pour finir, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure, je fais une petite recherche. Et à aujourd'hui, dans le nouveau format de l'émission, on a reçu 20 femmes et 17 hommes. Ah bravo! Donc, du coup, voilà. Est-ce que nous pouvons considérer que nous sommes un Waouh! exemple de parité, Oh, d'adelphité, de magnifique! la mise en avant littéraire, de la parité Félicitations! littéraire? Bravo! Voilà. Voilà, je voulais dire ça aussi à Sonia et Flo, parce que du coup, j'ai vérifié ça et je me suis dit, voilà, nous, on ne fait pas de discrimination. Nous, on considère qu'un Non, artiste est un artiste, quel que soit son et genre. Et donc, je voulais voilà, en oui, profiter pour te le dire à toi, c'était l'occasion. bah, c'est super Et nous féliciter. Voilà. et bravo à cette équipe, où il y a 2 chroniqueuses et 1 comédienne. Donc vraiment C'est vrai, sur une équipe de 4, il y a beaucoup de femmes. Bravo, bravo. c'est vrai, c'est vrai. Mais je te remercie. Merci. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup Florian, c'est à notre tous les petite 2. maman. Florian, c'est notre petite maman à nous. Oui, Non, c'est mais ça, c'est vrai que c'est notre petite sœur. j'ai toujours travaillé C'est qu'avec la des petite femmes, je ne sais Edwige. pas pourquoi. Voilà. Parce que tu sais le faire, parce que tu as un côté féminin, parce que tu es Oui, beaucoup c'est dans ce que j'allais dire, c'est l'émotion, ton tu es côté beaucoup. féminin. Voilà. Tu as un yin assez prononcé. C'est pour ça aussi que pour les femmes, c'est sympa. C'est sympa et
Ouais. Eh ben, merci en tout C'est cas, agréable tous de les bosser deux. avec toi, ouais. Ça me fait penser Merci. à mon mari qui dans son travail, lui, quand il construit ses comités de direction, il est toujours au-delà de la parité parce qu'il me dit: «Bah, elles bossent super bien les femmes». Il C'est adore vrai. bosser avec Bah, les souvent, femmes, il dit: «Mais elles bossent super bien». elles pensent qu'elles ont plus de choses à prouver, donc elles se donnent Oui, encore plus d'elles-mêmes très souvent. Ouais, exactement. oui. Ouais. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de travailler avec vous chaque jour et c'est un réel plaisir aussi de t'avoir accueilli, encore une fois, Alexandra, pour venir nous parler Merci. de ce livre, Donne-moi des ailes, aux éditions Jouvence, qui est une invitation à revaloriser l'héritage féminin, à tisser des liens puissants entre les femmes et surtout à faire émerger des modèles inspirants, tu le disais, pour aujourd'hui et pour demain. Donc vraiment, merci à toi d'avoir partagé Merci, ce moment merci. avec nous. Je ne sais pas si les filles, vous voulez rajouter quelque chose pour terminer? Oui, je Ah, voudrais juste ajouter par rapport à la les filles? phrase de Oui. René qui dit que comment derrière les hommes célèbres, donc derrière Flo, voilà, il y a toujours les petites femmes derrière qui, voilà, Merci derrière notre homme Sonia. C'est célèbre de vrai. l'émission, voilà. Et derrière Flo, il y a 3 femmes influentes. C'est pas rien. Bah, merci beaucoup. Effectivement, comme dit René, derrière les hommes célèbres, il y a presque toujours une femme influente. Effectivement, merci René. Laurent qui nous dit que de poètes chantaient la femme. Jean Ferrat disait que la femme est l'avenir de l'homme, alors espoir. Et René qui rajoute, ils sont en forme ce soir, René rajoute, elles sont si importantes que je me suis marié avec une femme. Voilà, merci beaucoup René, merci, Merci merci beaucoup. infiniment pour cette émission où on a énormément de place pour s'exprimer, beaucoup de temps. L'émission fait aussi la part belle aux questions qui sont posées par les auditeurs et les auditrices. C'est vraiment bravo pour cette émission dont le format est un très très beau format où on a beaucoup de temps et chacun peut vraiment exister. L'auteur ou l'autrice, les chroniqueuses, les auditeurs, les auditrices, toi Florian, vraiment bravo pour ce format. Merci à toi en tout cas. Et merci Mmh. encore une fois aux auteurs qui viennent chaque jour partager leur univers avec nous, aux éditeurs aussi qui acceptent parfois que les auteurs viennent, parce que des fois c'est les maisons d'édition qui décident. Et puis bien surtout à vous les lecteurs qui nous regardez, comme on disait Harold Cobert, entre l'encre et les mots, il y a vous, les auteurs, les lecteurs et les chroniqueuses, bien évidemment, on les oublie pas, sinon après elles sont jalouses. Mais en tout cas, voilà, ce fut un réel plaisir de t'avoir avec nous. Alexandra, ce soir, pour parler, on le Merci. rappelle, de ce livre Donne-moi des ailes, coécrit avec Caroline Le Sierre, on insiste énormément, préfacé par Frédéric Lenoir, Donne-moi des ailes aux éditions Jouvence. Voilà, donc encore une fois, merci. Merci à tous ceux qui étaient présents. Et je vous rappelle qu'on se retrouve mercredi avec Michael Migueret. Ce sera le dernier live du mois d'avril, avant de recevoir encore sur le mois de mai de très très bons auteurs et autrices. On verra comment tu le dis. Toi, tu dis autrice, Alexandra. Autrice. Bah, c'est le Autrice. mot. C'est le mot du Voilà. Moyen Âge. Et ben voilà, donc en tout cas, de très gentils auteurs et autrices qui viendront avec nous sur le mois de mai. Mais on se retrouve ce mercredi avec Michael pour son premier livre aux éditions Ramsay. Sonia, Le dernier empire des Templiers. Voilà, donc encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. Lisez des livres, passez un très bon week-end. N'hésitez pas à aller sur les salons quand il y en a dans votre région et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc encore une fois, lisez des livres, soutenez les auteurs, les éditeurs et encore une fois, merci à tous. Bon week-end et on se Merci, retrouve bon donc ce week-end. mercredi. Bon À bientôt, week-end. ciao ciao. Au revoir.